Bonjour à tous, bon après-midi et merci pour l'invitation pour présenter les outils développés au sein de l'OCDE et les orientations futures en matière de nouvelles approches méthodologiques. Euh, le, le programme de sécurité chimique de l'OCDE a pour but de soutenir les efforts des pays membres pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les produits chimiques dangereux, de rendre les politiques de gestion des produits chimiques plus efficaces afin d'économiser des ressources pour les gouvernements et pour l'industrie. Et dans ce contexte, l'OCDE a développé et développe des outils et instruments harmonisés pour aider les pays membres à mettre en œuvre des politiques nationales de sécurité chimique. Par exemple, on en a déjà parlé ce matin, les lignes directrices de l'OCDE qui sont également appuyées par de nombreux documents d'orientation. Je vais indiquer ici ce qu'on entend par nouvelles approches méthodologiques. Donc, évidemment, les approches non animales, telles que les méthodes in vitro et computationnelles, qui sont utilisées comme source d'information autonome ou en combinaison dans des stratégies de test ou des batteries de test. Mais il peut s'agir aussi de méthodes in vivo, qui sont conçus dans le respect des 3 R et qui vont utiliser les nouvelles approches pour réduire le nombre d'animaux, par exemple, ou bien prendre moins de temps ou fournir plus d'informations et plus rapidement. Et par exemple, les données omiques peuvent être recueillies en même temps que d'autres critères d'évaluation à la suite d'une exposition de courte durée. Donc l'OCDE essaie de promouvoir le développement de nouvelles approches lorsqu'elles sont pertinentes. Les résultats doivent être reproductibles, le système de test doit être pertinent et l'approche doit être adaptée à l'objectif. Et la pertinence, effectivement, peut varier selon le type d'application réglementaire. Alors, pour simplifier, on va distinguer 2 cas. Le cas numéro 1, où les méthodes sont susceptibles d'être standardisées. Et dans ce cas, il est possible d'élaborer des lignes directrices pour ces nouvelles approches méthodologiques. Ces nouvelles approches doivent également être validées pour que les données générées soient couvertes par l'application mutuelle des données. Et donc ça concerne des méthodes ex vivo, in vitro, in chemico, in silico, qui peuvent être en combinaison. Il peut effectivement y avoir des étapes intermédiaires avant la standardisation et le développement de lignes directrices, par exemple des études de cas ou le développement, l'utilisation de modèles de reporting harmonisés qui vont permettre une meilleure compréhension de ces nouvelles approches. Et donc, à titre d'exemple, la première ligne directrice à avoir été développée pour une approche définie, je vous parlais de combinaison d'essais. Les approches définies sont un exemple de combinaison d'essais. C'est l'approche définie pour la sensibilisation cutanée. Elle utilise des méthodes in vitro et in chemico, des méthodes qui étaient déjà existantes, qui avaient déjà été validées par le passé, ainsi que des méthodes computationnelles, dont la combinaison et l'application d'une procédure définie d'interprétation des données permet de remplacer l'essai in vivo de stimulation locale des ganglions lymphatiques. Avant d'élaborer des lignes directrices pour les nouvelles méthodes, il peut y avoir, comme je vous le disais, des étapes intermédiaires vers la standardisation, comme les études de cas. J'avais anticipé ce slide. Donc, ce qui m'amène à parler du cas numéro 2, c'est-à-dire pour les nouvelles approches qui ne sont pas destinées ou pas encore destinées à la standardisation. Pour aider au développement de ces approches, on a mis en place différents outils tels que les formats de rapports standardisés,
Ce sont des éléments clés du partage de données. On a ainsi développé ce genre de format pour rapporter les données OMIC, par exemple, ou bien des cadres qui sont élaborés pour guider l'utilisation et l'application appropriée dans différents modèles d'évaluation des dangers. C'est le cas, par exemple, des IATA dont on a parlé précédemment, les approches intégrées en matière d'essais et d'évaluation, ou bien le cadre des AOP. Donc ces cadres ou formats permettent l'harmonisation des informations communiquées et ils facilitent l'adoption de nouvelles méthodes pour les décisions réglementaires et permettent aux régulateurs de se familiariser avec les éléments de la méthode, d'évaluer rapidement l'adéquation des informations, de partager plus facilement des informations et de relier facilement les informations aux bases de données chimiques existantes. Donc cette diapo, c'est en quelque sorte le bilan des cadres et formats de reporting standardisés qui existent à l'OCDE. Donc, comme je vous le mentionnais précédemment, les IATA, les approches définies, les AOP, les QSA, pour les formats et en termes pour les cadres et en termes de format de reporting, on a des formats de reporting pour les QSA, pour les données OMIC, les formats harmonisés de l'OCDE pour les données de sécurité chimique. Et tous ces outils, pour un meilleur usage et pour aider à l'utilisation de ces outils, on développe des documents d'orientation qui sont disponibles sur notre site public. Je vais développer un peu plus mon point numéro 1 sur le point numéro 1 de la diapo précédente pour les nouvelles méthodes qui sont qu'on peut développer et standardiser pour former des lignes, pour développer des lignes directrices. Et donc, je vais vous parler brièvement du programme des lignes directrices et de l'acceptation mutuelle des données, qui est symbolisé ici par MAD pour Mutual Acceptance of Data. Donc, ce principe d'acceptation mutuelle des données est basé sur deux piliers, l'usage des lignes directrices dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire. Et à partir du moment où deux États membres de l'OCDE ont les mêmes exigences réglementaires, l'acceptation mutuelle des données indique que les données générées par un des États membres, selon les lignes directrices et la bonne pratique des laboratoires, devront être acceptées par les autres États membres. Donc, cette acceptation mutuelle des données permet d'éviter la duplication des essais et on estime qu'elle pourrait permettre d'économiser au gouvernement et à l'industrie jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros et évidemment une économie d'animaux qui va dans le même sens. Donc, les lignes directrices sont un ensemble de méthodes standardisées approuvées par les pays membres. On a 4 principales catégories de lignes directrices pour les propriétés physico-chimiques, pour les effets sur les systèmes biologiques, le devenir et comportement dans l'environnement et les effets sur la santé humaine. Donc, ce graphe reprend un tableau qui avait été proposé un peu plus tôt. Il indique pour quels critères on peut trouver des lignes directrices qui comportent des approches non animales. Donc en noir, ce sont les lignes directrices, toutes lignes directrices. Non, c'est les lignes directrices in vivo et en blanc les lignes directrices qui comportent des approches non animales. Donc, ont été développées des lignes directrices comportant des approches non animales pour l'irritation et la corrosion de la peau, l'irritation des yeux, la sensibilisation cutanée, la génotoxicité, également la perturbation, certains aspects de perturbation endocrinienne et la toxicité aiguë pour les poissons. Donc au jour d'aujourd'hui, on a environ 35 lignes directrices qui comportent des approches non animales. Et évidemment, pour gagner la confiance des régulateurs et des utilisateurs, ces lignes directrices reposent sur des méthodes robustes, fiables
et reproductibles qui ont été validés. Donc, je ne vais peut-être pas passer en revue les différents types de modèles qui ont été jusqu'à présent utilisés parce que je vois que le temps passe vite, mais je voudrais vous indiquer que pour développer justement la confiance dans ces nouveaux modèles, il y a une forte collaboration qui existe depuis de nombreuses années entre l'OCDE et les centres de validation en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée. Et ces établissements ont pour objectif d'établir ou d'examiner la validité scientifique des méthodes d'essai proposées pour le développement de lignes directrices et coordonnent les travaux de plusieurs laboratoires. Et l'OCDE intervient plus tard dans le développement des lignes directrices. Les centres de validation mentionnés ici ne sont pas les seuls, et de nouveaux centres de validation voient le jour, ce qui permet une accélération de la validation. Et je voudrais vous mentionner brièvement la plateforme Paper en France, qui sera présentée plus tard par Philippe Hubert. 3 projets pour le développement de nouvelles méthodes à l'OCDE sont soutenus par cette plateforme Paper et ont été proposés par la France cette année et inclus dans le plan de travail des lignes directrices. Je voudrais mentionner ici d'autres projets qui sont également sur le plan de travail du programme des lignes directrices et qui sont des projets qui ne visent pas le développement de méthodes validées autonomes, mais de batteries de tests, de combinaisons d'essais sous forme de IATA, pour appréhender des sujets où des lacunes ont été identifiées d'un point de vue réglementaire. Par exemple, le développement d'un document d'orientation sur la neurotoxicité développementale, le développement d'une IATA pour l'identification des cancérogènes non génotoxiques, également développement de batteries de tests pour la perturbation thyroïdienne ou encore pour l'évaluation de l'immunotoxicité. Donc ce sont des systèmes biologiques très complexes et qui ne peuvent pas être évalués par des méthodes simples, mais on a effectivement besoin de combinaisons d'essais pour appréhender ces aspects. Et ça m'amène à mentionner très brièvement les AOP parce qu'ils ont été présentés auparavant par Enrico, mais ces batteries de tests et ces IATA sont bien souvent sont soutenus par le développement d'AOP et le développement de réseaux d'AOP qui permettent la bonne compréhension des mécanismes et des événements clés, qui permettent aussi l'établissement de liens plausibles et d'apporter la preuve de liens plausibles entre les réponses mécanistiques et apicales en utilisant des données d'essai et les connaissances biologiques existantes. Alors, ce n'est pas la seule option, les AOP, mais ça apporte une preuve de concept. Je vais brièvement mentionner qu'il existe aussi d'autres types d'approches qui ne sont pas forcément définies par les AOP, mais plus sur la compréhension physiologique, comme les organes sur puce dont on a parlé précédemment. Ce n'est pas encore développé à l'OCDE, donc c'est pour cela que je ne vais pas les développer, mais on s'attend à ce que voilà, ce type de nouvelle approche soit également, leur standardisation soit leur utilisation soit développée aussi dans des projets qui pourraient être développés à l'OCDE. Alors, il y a beaucoup d'initiatives internationales pour l'ENAM, beaucoup de publications pour l'utilisation des nouvelles approches dans des contextes réglementaires. Par exemple, l'EFSA, ECA ont développé des publications dans ce sens, de même que l'US EPA ou la FDA aux États-Unis. Donc, ces réglementations varient en termes d'exigences réglementaires spécifiques en matière de données,
en termes de flexibilité pour répondre aux exigences et en termes de mandats nationaux explicites pour l'utilisation de ces nouvelles approches. Ce qui crée une sorte de manque d'harmonisation internationale dans l'acceptation et dans l'application. Oui, donc je disais que ce manque d'harmonisation pouvait à terme conduire à l'érosion des avantages de l'acceptation mutuelle des données et entraîner une perte d'efficacité et une augmentation des coûts pour l'industrie et les gouvernements. Donc, ce qui amène l'OCDE à proposer aux États membres de travailler ensemble afin d'harmoniser les différentes approches. Et le programme d'évaluation des dangers de l'OCDE permet d'apporter un forum pour discuter de l'utilisation des nouvelles approches dans un contexte réglementaire, d'identifier des aspects qui peuvent être harmonisés. Et c'est aussi une manière de renforcer la confiance dans les nouvelles approches par une meilleure compréhension, un usage de ces nouvelles approches. Donc, différents projets sont proposés, en particulier des études de cas sur le développement des IATA. Il y a aussi, je vais en parler dans ma prochaine diapo, les regroupements chimiques, les read-across, la boîte à outils QSAR, des approches OMIC, et ainsi que divers documents d'orientation spécifiques d'un sujet particulier qui sont développés dans le cadre de ce programme. Donc ces approches, en particulier la discussion des études de cas IATA, ne sont pas soumis à l'acceptation mutuelle des données. Ce sont donc des approches plus flexibles, innovantes et qui ensuite pourraient, après une meilleure compréhension de ces approches, devenir des lignes directrices. Donc cette diapo correspond donne plus d'informations sur les développements d'IATA et sur le projet d'étude de cas pour les IATA. C'est un projet qui, au fil des développements de IATA, permet d'accroître l'expérience et l'utilisation de ces IATA en élaborant des études de cas fournissant des exemples adaptés à une utilisation réglementaire. Ça permet aux pays membres d'échanger des informations sur les différentes approches scientifiques, l'application dans un contexte réglementaire et d'élaborer de meilleures pratiques. Donc, c'est une voie possible vers l'utilisation des nouvelles approches dans les lignes directrices et aussi dans le cadre de stratégies d'essai et de batteries de tests. Donc, avec cette diapo, c'est une sorte de résumé. Je voudrais faire un bilan rapide des nouvelles approches et outils qui sont développés et discutés à l'OCDE. Donc, j'ai mentionné les méthodes de test, comme les méthodes in vitro, in silico, simples ou en combinaison, ainsi que les méthodes in vivo dans le respect des 3 R. Aussi des méthodes de non-test, de regroupement de substances et de read-across, des documents d'orientation, la boîte à outils QSAR, également le développement de cadres pour guider l'utilisation et l'application appropriée de ces nouvelles approches dans divers domaines d'évaluation des risques. Donc, l'utilisation de cadres IATA, de cadres AOP, pour augmenter le confort de l'utilisateur et la confiance et l'acceptation de ces nouvelles méthodes. Et puis, les modèles de reporting de données pour structurer et harmoniser le reporting de ces données et permettre une meilleure utilisation. C'est par exemple les modèles de reporting pour les approches OMIC. Et donc, par ces outils, l'OCDE entend faciliter le partage des données, renforcer la confiance dans les nouvelles approches, promouvoir l'innovation dans l'évaluation du risque chimique, répondre aux besoins réglementaires des pays membres et aider à identifier les éléments communs des feuilles de route des pays membres. Et à titre d'exemple, je voudrais mentionner l'évolution du programme des lignes directrices. Il y a un atelier la semaine prochaine sur l'évolution des pratiques de validation.
Et donc, ça va permettre de réfléchir aux adaptations possibles des approches de validation pour accroître l'adoption de ces nouvelles méthodes dans le cadre du programme Ligne Directrice. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et je serais ravie de répondre à des questions, peut-être pas immédiatement, on n'aura peut-être pas le temps, mais lors de la session de discussion ensemble. Merci. Merci Nathalie. Donc, alors, ce qui est prévu pour cet après-midi, donc, c'est de procéder aux différentes présentations de l'ECA, l'EFSA, la DGENV et le ministère, et ensuite de procéder à un échange, une sorte de table ronde, une discussion. Donc, on va poursuivre avec la présentation de Cécile Lemaître pour le ministère en charge de l'écologie. Donc, gardez bien vos questions en tête à propos des lignes directrices OCDE et l'utilisation la valorisation des lames au sein de l'OCDE.